Hier, une amie fidèle de TV Liberté m'appelle et me demande « Alors, TV Liberté est sauvée financièrement ?» J'aurais évidemment aimé lui dire oui, mais je lui ai répondu avec honnêteté « Non, non, pas encore ». Car la vérité, c'est que les derniers jours d'une campagne de dons sont toujours les plus décisifs. C'est le moment d'un vrai qui tout double. Soit nous franchissons la ligne d'arrivée, soit nous n'aurons pas les moyens à terme d'assurer notre survie, de poursuivre nos projets et de préserver notre indépendance. Tout se joue cette semaine, absolument tout. Alors si vous aimez TV Liberté, si vous voulez qu'elle continue d'exister, d'enquêter et de se battre pour une information libre, n'attendez plus. Faites un don, même modeste si c'est votre premier. Et si vous nous avez déjà soutenus, faites l'effort de renouveler votre aide. Il nous manque, me dit-on, encore 69 000 €, soit l'équivalent de 690 personnes, 690 dons de 100 €. C'est beaucoup, mais c'est encore possible, malgré la période estivale, malgré la situation économique difficile pour tous. Je vous le redis, tout se joue maintenant. Bienvenue dans cette nouvelle émission des idées à l'endroit. L'apparition et surtout la pérennité d'une école de pensée est chose très rare dans le monde intellectuel. Pierre Boutan disait que l'école d'action française avait été la seule depuis Port-Royal. Alors, révérence gardée, nous allons sans doute, et même très certainement, contredire le philosophe lors de cette émission. On peut et on doit considérer, bien entendu, que ce que l'on a appelé, à tort ou à raison, sans doute y reviendrons-nous, la nouvelle droite, autour du GRES, le groupement de recherche et d'études pour la civilisation européenne. Cette école de pensée, donc, continue aujourd'hui à nourrir la réflexion et le débat et reste, en dépit des crises, des renouvellements, une école extraordinairement féconde. Cette comparaison avec l'Action française paraîtra peut-être un peu outrée, voire déplacée, mais je ne crois pas. Alain de Benoît, qui est à l'épicentre de cette école de pensée depuis les années 60, a confessé dans son recueil d'entretien avec François Bousquet, Mémoire vive, qu'il concevait le GRES, je le cite, comme une sorte de synthèse de l'école de Francfort, de l'Action française, nous y voilà, et du CNRS. Alors c'est d'elle que nous allons parler aujourd'hui à l'occasion de la parution d'un ouvrage que vous avez écrit, François Dambelin. Bonjour Rémi Soulier. Bienvenue à vous. Vous êtes essayiste, vous vous intéressez de près à l'histoire des idées, aux idées politiques, à la stratégie, à la littérature également, et vous êtes un compagnon de route de la Nouvelle Droite et du GRES depuis les années 1990. Le livre que vous venez de publier, le voici. La Nouvelle Droite, un panorama historique et métapolitique, c'est aux éditions de la Nouvelle Librairie, en coédition avec l'Institut Iliade, ouvrage dont nous allons parler évidemment, mais qui se caractérise, disons-le d'emblée, non seulement par la profondeur et la qualité de sa recherche, mais parce qu'il évite également ces deux écueils que sont la géographie et la critique outrancière ou la polémique. Nous allons en parler bien sûr avec vous, Alain de Benoît, philosophe, historien des idées. Vous avez publié plus d'une centaine d'ouvrages, d'innombrables articles. Vous êtes également au cœur et à l'origine de ces trois revues que sont Nouvelle École, Éléments et Crisis. Alors parmi vos derniers ouvrages, je me contenterai de citer un autre Rousseau, Lumière et contre-lumière aux éditions Fayard. Et puis dernièrement, il y a quelques semaines ou à peine quelques mois, Souveraineté nationale et souveraineté populaire aux éditions Crisis, qui sont elles-mêmes liées à la Nouvelle Librairie. Et avec nous également Claude Cholet. Claude Cholet, vous avez cofondé l'Observatoire des journalistes et de l'information, l'OJIM, devenu l'Observatoire du journalisme, qui est aujourd'hui dirigé par notre ami et confrère de TV Liberté, Édouard Chano. Vous avez également publié, vous êtes directeur de collection
aux éditions de la Nouvelle Librairie. Vous dirigez la collection Désintox, où vous avez publié donc un ouvrage en 2021, La Dilcra, Fossoyeur de nos libertés. Et j'ajoute d'ailleurs que vous avez préfacé un grand nombre d'ouvrages que vous avez édités dans votre collection Désintox. Alors François Damblin, j'ai parlé d'école de pensée, c'est vrai, on va y revenir abondamment, mais enfin, vous allez peut-être nous situer le point de départ un peu chronologique ou historique de cette école de pensée. Il n'en reste pas moins qu'elle a été fondée par des jeunes gens qui, avant de choisir cette voie-là, une voie, disons, réflexive ou intellectuelle, ont eu un parcours de militants politiques, d'activistes, dans les années 60, donc période assez agitée, guerre d'Algérie, enfin, vous allez nous en parler. Comment avez-vous compris cette transition par les mêmes acteurs, ou en tout cas un certain nombre d'entre eux, d'un versant actif, militant, à un versant beaucoup plus intellectuel et beaucoup plus contemplatif? Je pense que cette bascule s'est faite suite à un constat d'échec de tentative politique. Donc la Nouvelle Droite est née aux origines, ses créateurs fréquentaient la mouvance néo-nationaliste, je dirais, qui s'était regroupée autour de Dominique Vénère et de la revue Europe Action, ainsi que de la revue Les Cahiers universitaires. Cette mouvance s'est lancée dans une activité politique à compter de 1965 et qui a débouché sur un échec au moment des élections législatives de 1967. Donc partant de ce constat, ils ont décidé de faire autre chose et autrement en développant une action non pas en abandonnant le combat et en partant chacun de leur côté, mais en le poursuivant sous une autre forme de ce qu'on a appelé ensuite la métapolitique. Donc le travail des idées, d'où cette volonté de créer une structure qui soit à la fois un peu comme l'Action française, le CNRS, l'école de Francfort. Enfin, c'était la pensée Ils se sont dit, voilà, avant la Révolution française, il y avait les encyclopédistes et les sociétés de pensée. Oui. Et avant Lénine, il y a eu Marx. Alors, c'était un peu en partant de cette réflexion, on dit, il faut d'abord travailler sur les idées, et ensuite, peut-être il y a des débouchés politiques, mais par d'autres, sans doute. Voilà, c'est le combat culturel qui, d'emblée, a suppléé un certain nombre de déconvenus d'ordre politique. Oui, voilà, c'est ce qui m'est apparu avec cette volonté de comment dire, autour de l'auteur italien Gramsci, faire du gramscisme... L'hégémonie intellectuelle d'abord. Voilà, l'hégémonie intellectuelle d'abord. Alain de Benoît, vous disiez, bien sûr, vous êtes le témoin clé de cette époque, l'acteur, et vous le demeurez, cela va de soi. Vous avez eu vous-même un engagement politique à la Fédération des étudiants nationalistes. Oui, absolument. Vous l'avez décrit, cet engagement politique, d'une manière très, très vive dans vos entretiens Mémoire vive, donc avec François Bousquet, en disant que vous, jeune homme, vous vous étiez engagé d'une manière quasiment ascétique. C'est-à-dire que le combat politique était un combat qui requérait l'ensemble de votre personnalité. On peut le résumer d'un mot, c'est le combat militant. Et à cette époque-là, les années 60, c'était un peu l'âge d'or du militantisme, avec sa dimension d'engagement total. C'est-à-dire d'où cette dimension sacerdotale et les slogans qu'on utilise dans ce contexte du genre quand on a presque tout donné, on n'a encore rien donné, n'est-ce pas ? Donc dans la vie, on donne son temps, son sang ou son argent. Caractère absolu, voilà, en quelque sorte, oui, tout à fait. Engagement. Ce que disait François Damblin est parfaitement exact. Je voudrais quand même ajouter quelque chose. C'est vrai que autour de 67 à peu près, nous avions constaté l'échec de cette forme d'activité politique qui était liée aussi à tout un contexte qui n'est plus le même aujourd'hui. Mais je crois qu'il y a une erreur que beaucoup ont fait et qu'il ne faudrait pas, dans laquelle il ne faut pas tomber, c'est de dire finalement c'était la même chose, vous avez seulement changé de stratégie. D'abord, on ne change pas de stratégie comme ça
alternant les casquettes. Et ensuite, il y avait, je pense, plus que cela. Alors, vraisemblablement, ceux qui ont créé la Nouvelle Droite, disons grosso modo, c'était une trentaine de jeunes gens qui étaient très homogènes. C'était des étudiants, ils avaient le même âge, donc ça facilitait un certain nombre de choses. Mais pour moi, en tout cas, ça a été aussi une rupture personnelle avec l'action politique, parce que j'ai compris que je n'étais pas fait pour l'action politique, je n'ai pas un profil d'homme politique, je ne les méprise pas du tout, au contraire, je crois qu'il faut des hommes politiques, mais il y a des hommes politiques, puis il y a des théoriciens, moi je me sentais plus dans les hommes de connaissance que dans les hommes de puissance. Distinction Et d'Abelio. deuxièmement, j'avais le sentiment, plus ou moins partagé, que pendant quelques années, disons les 10 années de militantisme, ou à peu près qui s'étaient écoulées, on avait répété des slogans qui ne correspondaient pas toujours à la réalité. Pour donner un exemple très simple, il y avait, dans le contexte encore de la guerre d'Algérie, un grand anti-gaullisme à l'époque d'Europe-Action de la FED, sur lequel nous sommes revenus très vite. Moi, je me suis affirmé gaullien peu de temps après tout ça. Il y a eu des thématiques qui ont été abandonnées, le matérialisme biologique, des choses comme cela. Et puis, il y avait surtout le désir de repartir un peu à zéro, ce qui était évidemment à la fois prétentieux et exagéré, parce qu'on ne parle jamais d'une table rase, mais on voulait cesser de répéter un catéchisme, reprendre les idées, où qu'elles soient apparues, à droite ou à gauche, voir ce qu'elles valaient, essayer de voir ce qu'on pouvait bâtir avec. D'où ce modèle qui était, vous avez cité Marx avant Lénine, l'autre exemple qu'on a cité très fréquemment, c'est la philosophie des Lumières, qui a, je ne dis pas produit la Révolution française, mais qui a aidé en tout cas à la rendre possible. L'un sans l'autre, aujourd'hui, ça nous paraît difficile de l'imaginer. Donc nous voulions faire un travail culturel, idéologique, intellectuel, quel que soit le nom que l'on emploie, et le nom du Grèce, outre l'acronyme qui renvoie évidemment à la civilisation grecque, c'était groupe de recherche et d'études. Donc on voulait se cantonner dans la recherche et l'étude, en sachant bien sûr que nous mettions en circulation des idées qui, dès l'instant qu'on les a mis en circulation, n'appartiennent plus à ceux qui les ont lancées. Et puis, voilà, ça a duré quand même 60 ans. C'est moins que l'Action française, mais il n'y a pas beaucoup d'exemples de cette durée et, j'ose le dire avec prudence, de cette fécondité. Absolument, et on va s'en apercevoir au cours de cette émission, de cette fécondité qui est effectivement extraordinaire. Claude Cholet, vous avez présidé le GRES, le groupement de recherche et d'études pour la civilisation européenne. Vous faites partie d'une génération qui a été aussi donc mobilisée précocement, disons, enfin en tout cas dans ces années-là. Vous avez ressenti le même, vous avez vécu le même virage un peu. Vous aviez eu vous-même un passé militant, ou bien vous êtes-vous situé dans cette d'emblée ou plus directement dans cette perspective métapolitique. Comment l'avez-vous abordé ? Bon, j'avais un passé militant comme Alain de Benoît, et d'ailleurs, je dirais, dans le même environnement qui était celui d'Europe Action. Alors, moi, je ne fais pas partie des fondateurs du GRES, j'étais bien trop jeune pour ça, j'avais 18 ans au moment de la fondation du GRES, mais j'ai dû y adhérer très vite, en 69 ou 70, c'est-à-dire j'étais, je crois, en deuxième année ou troisième année de Sciences Po. Il existait à ce moment-là, Sciences Po, un cercle qui s'appelait le cercle Pareto, oui, auquel j'ai adhéré à ce moment-là. Et pour moi aussi, ça a été une rupture, parce que bon, Europe Action, en gros, c'était la revue qu'on vendait à la criée dans la rue ou dans les facultés. Là, on ne vendait plus de revues à la criée. On éditait des revues dans un registre quand même extrêmement différent de celui d'Europe Action. Europe Action, c'était une revue activiste, militante. À ce moment-là, nous éditions des revues intellectuelles. Et on les vendait plus à la criée, on les vendait par abonnement ou en kiosque. C'était une vraie rupture. Bon, cette rupture, je l'ai bien vécue. Pourquoi ? Parce que je fais partie de la dernière génération, en 62, j'avais 13 ans, qui a été influencée un peu par la guerre d'Algérie. Oui. La guerre d'Algérie, je l'ai vue quand même d'assez loin. J'avais 13 ans, c'était encore un peu jeune. Et je me suis rendu compte de cette espèce d'échec et d'oxymore que représentait le mot Algérie française.
comme disait le général, hein, l'Algérie est algérienne et la France est française. Et pour moi, ça a été, je dirais, au fond, un soulagement, parce que je me suis aperçu quand même que c'était une voie sans issue, que ce combat. Et puis un immense espoir de voir une école dynamique et qui partait sur des structures, comment dirais-je, très établies, sur un corpus idéologique robuste. En gros, ça tenait debout. Et c'est pour la première fois, j'avais l'impression, en dehors de l'Action française, mais moi, j'ai jamais été à l'Action française, quelque chose qui tenait debout. Alors justement, on a parlé d'Action française, de Fédération des étudiants nationalistes, de ce climat d'ébullition. L'une des grandes caractéristiques de ce qu'on appelle la nouvelle droite et du GRES, à propos précisément de cet acronyme, c'est qu'elle s'ouvre d'emblée, elle ne s'inscrit pas dans la lignée de ce que l'on pourrait appeler, entre guillemets, sans que ce soit péjoratif, le vieux nationalisme français, mais elle s'ouvre d'emblée vers une dimension européenne et civilisationnelle. Que peut-on en dire de cette ouverture-là, François Damblin ? Oui. Comment va-t-elle se manifester ? Quels sont les... Est-ce qu'on assiste vraiment à une ouverture, à un dépoussiérage, à une ouverture des fenêtres et à des centres d'intérêt nouveaux ? Oui, alors des centres d'intérêt nouveaux de toute évidence. Donc déjà, oui, cette orientation vers l'idée européenne, la rupture tant avec le jacobinisme qu'avec le vieux nationalisme français du sabre et du goupillon. Intérêt pour l'Europe, une Europe vue comme une communauté de peuples frères, une Europe aussi intégrant la dimension régionale, donc on est à la fois européen, on est français, mais on peut être également breton, normand, comme Claude Cholet ici présent. Une ouverture également vers une recherche d'une certaine radicalité, non pas au sens d'un extrémisme, mais d'aller au fond des idées, d'où la remise en cause le rejet du christianisme, qui est identifié comme étant aux racines de l'universalisme et d'un certain égalitarisme qui était vigoureusement condamné à l'époque au sein de la mouvance du GRES. Que trouve-t-on d'autre ? Également un intérêt pour les traditions populaires, également pour les origines, toute l'idée indo-européenne, les Indo-Européens. Ça me semble extrêmement important dans le bloc central des idées. Et également, pour revenir à l'Europe, l'idée d'une structuration en forme d'empire. Parce qu'il y a certains mouvements qui ont pu être européistes, mais d'une façon très jacobine, comme on peut penser à quelqu'un comme Jean Thiriard. Oui. Mais là, au contraire, c'est une vision de l'Europe qui est impériale, donc qui respecte la complexité et la diversité de la multiplicité des peuples européens. Voilà. Absolument. Donc, Europe, empire... paganisme, donc. Paganisme, qui est un élément important. Le paganisme qui vient se substituer au simple antichristianisme, qui est un peu desséchant peut-être dans sa vision très rationnelle au départ. Donc l'ouverture vers une certaine forme de retour, non pas un retour, mais renouer avec avec la plus longue mémoire. La plus longue mémoire européenne. Et faire en sorte qu'on renoue avec les normes et les valeurs que recouvrait le visage des dieux et des héros souverains de l'Europe. Alain de Benoît ? Je crois qu'il y a un point important qui est que l'un des traits spécifiques de la Nouvelle Droite, c'est qu'après avoir lancé ce travail d'inventaire d'idées pour essayer de forger une nouvelle conception du monde, elle ne s'est jamais assise sur un petit catéchisme. Absolument, c'est très important. C'est-à-dire, elle a évité de se borner comme un disque rayé à répéter toujours la même chose, et elle n'a cessé au cours des décennies d'explorer des voies nouvelles, de tenter des choses, d'expérimenter, etc. C'est quelque chose de caractéristique qui n'a pas toujours joué en sa faveur, il faut le dire, parce que ça a pu désarçonner parfois certains en disant « bon, mais alors... on remet en cause ceci, ou on remet en cause cela, et où est-ce qu'on va, et c'est compliqué, et moi j'aimerais bien savoir. » Il y avait toujours un équilibre à observer.
Je voudrais dire à ce propos du livre de François Damblin que c'est vraiment un très bon livre. C'est un très bon livre. Absolument. J'en parle en connaissance de cause, non pas parce que je suis partie prenante de cette aventure intellectuelle, Ô combien. mais aussi parce que je suis au courant à peu près de tout ce qui se publie sur la Nouvelle Droite. À l'heure actuelle, il y a environ entre 80 et 100 livres qui ont été consacrés à la Nouvelle Droite, non seulement en France, bien sûr, mais dans beaucoup de pays étrangers. Le plus grand nombre a paru à l'étranger, en Italie, en Espagne, en Allemagne, aux Pays-Bas, etc. Et le livre de François Damblin est vraiment l'un des meilleurs. Je ne dis pas cela parce qu'il est objectivement favorable, mais au contraire, parce que, étant évidemment favorable, grosso modo, à la Nouvelle Droite, puisqu'il en a fait partie, ce n'est pas un regard complaisant, Absolument pas. ni un regard apologétique. Absolument pas. Il voit très bien qu'il y a eu des erreurs, des fautes, parfois, Des crises. problèmes, que ce soit des problèmes d'hommes, de personnes, d'idées, et tout cela fait partie de l'histoire aujourd'hui. Il n'y a pas de raison du tout de le cacher, parce que ça nous a aussi rendus plus forts, d'une certaine manière. C'est un livre qui est très bâti sur les dates, les appareils, les campagnes, les activités, avec une chronologie qui permet de périodiser. Je dirais, ce n'est pas ce qu'on appelle un livre scientifique au sens universitaire du terme, c'est un témoignage, mais un témoignage documenté. Très documenté, C'est-à-dire que François Damblin n'a pas seulement rapporté ce qui a été son expérience, mais il a rassemblé toute une documentation qui lui permet de ramasser ça dans un livre d'une épaisseur assez substantielle. Alors, à l'inverse, ce n'est pas un livre qui se borne à parler de l'histoire des idées de la Nouvelle Droite. C'est plus un livre d'histoire de la Nouvelle Droite, plus qu'une recherche idéologique sur les sources, le devenir des grandes thématiques. On en a parlé de quelques-unes, le paganisme, les jeunes européens, mais enfin, il y en a bien d'autres. La géopolitique, l'éthique de l'honneur, la démocratie organique, la révolution conservatrice allemande, la pensée philosophique de Heidegger et de bien d'autres. Les auteurs étrangers que nous avons fait connaître en France, comme Ludwig Klages, Arnold Gehlen, ou même Spengler, qui était connu, mais pas tant que ça. Oui. Les auteurs nous sommes référés depuis l'époque de Rougier, Dumézil, Ézinck, etc., jusqu'à Baudrillard, Louis Dumont, Serge Latouche, Hannah Arendt et tant d'autres. Hein. Donc je ne vais pas faire l'inventaire, mais c'est très très riche. Oui. Et je pense qu'à mon avis, l'idéal serait qu'un jour il y ait un deuxième volume, hein, les idées de la Nouvelle Droite, déconnectées au contraire de tout ce qui est dans le premier volume, parce que ça serait quelque chose d'extrêmement complet. Hein. Oui, on trouve tout de même ce versant. Parce que vous ne faites pas l'économie, alors on l'a dit, des crises. Ce n'est pas un livre donc hagiographique, ce n'est pas un livre outrancièrement critique, mais enfin vous mettez en perspective. Cette grande richesse, cette efflorescence d'idées, y compris d'ailleurs des thèmes et éléments où le Grès se sont intéressés aux questions liées à la sexualité, à la contraception, à l'avortement, bien sûr. Évidemment à l'écologie. Et donc ce qui est très frappant dans ce mouvement... Mais aussi au cinéma, au fantastique, voilà, une quantité de thématiques qui faisaient ça... qui font sa richesse et lui donne son pouvoir de séduction. Exactement. On a beaucoup exploré les avenues de la littérature aussi, hein, de l'art, du cinéma notamment, avec notre ami Michel Marmin et bien d'autres. Donc l'idée de base, c'était qu'une conception du monde, ça implique tout, ça regarde tout. Hein. Quand on a nos idées... Je vais prendre un exemple caricatural. Qu'est-ce qu'on doit penser en matière de biologie moléculaire ou de physique théorique, hein? Oui. Alors là, évidemment, il y a des gens qui de quoi? Bon, non, ça faisait partie du travail et ça a été fait, je dirais, dans une forme communautaire de travail. C'est une communauté de travail. À la Nouvelle Droite, contrairement à beaucoup de légendes, il n'y avait pas de chef, de mini-führer, de gourou, de pape. Hein. C'était plutôt ni Dieu ni maître, mais c'était une communauté de travail qui produisait et qui continue abondamment aujourd'hui à produire.
Absolument, et en particulier, enfin entre autres avec les revues, dans le cadre des revues dont nous avons parlé, comme Nouvelle École, Éléments ou Crisis. Un point qui me paraît et qui ressort de tout ce que vous venez de dire, vous avez dit, Alain de Benoît, vous avez dit qu'il n'y avait pas de dogme à la Nouvelle Droite, c'est ce qui est très important. Ce qui frappe, quand on lit votre livre, François Damelin, c'est tout de même... Alors, pas d'enrégimentement évidemment, mais c'est précisément l'extraordinaire liberté qu'il règne dans ce milieu, où sont venus s'agréger, et parfois se sont séparés ensuite, mais des personnalités, des individualités diverses, pas de catéchisme, pas d'interdit, essayons d'aller vraiment prenons à bras le corps l'ensemble des idées qui ont cours. Alors, il y a eu plusieurs... Là encore, on ne va pas simplifier, et vous ne simplifiez pas dans votre ouvrage, mais vous faites état d'un certain nombre d'idées et de personnalités, parfois, que vous associez à ces idées-là. Par exemple, disons, un versant plus prométhéen, faustien, un versant plus contemplatif, plus intellectuel, donc un versant plus scientiste. Enfin, bon, comment, là aussi, les choses se sont agrégées? Comment elles ont été pensées et vécues? J'ai le sentiment que tout le monde partageait une vision du monde commune. Une vision du monde, mais une vision du monde, ça a une richesse, des couleurs, et c'est très varié. Donc, en partageant cette vision du monde, ça n'empêchait pas certains d'avoir une appétence plus particulière pour telle ou telle thématique, pour tel ou tel axe de domaine d'action, etc. Oui. Donc, bon, on peut, pour ce qui est le domaine prométhéen, c'était Faye, Guillaume Faye. Oui. L'aspect plus scientiste, on peut penser à quelqu'un comme Yves Christen, qui avec tout son travail sur la biologie, bien la sûr. Sociobiologie, à l'orée des années 80. Oui. Pour ce qui est évidemment la pensée intellectuelle plus contemplative, Alain de Benoît, bien entendu, mais on peut, pour le domaine plus historique, tradition populaire, on peut penser à quelqu'un comme Pierre Vial. Donc voilà, mais toutes ces personnes, en tout cas au moins dans le milieu des années 80, partageaient, me semble-t-il, une même vision du monde. C'est ce qui donnait sa particulière richesse aux revues. On sentait que dans tous les articles, tous les livres, ce même fil conducteur d'une vision du monde commune. Que vous avez évoqué au début, voilà. C'est ça, vous avez donné les grandes lignes, je le précise. Et en même temps, une certaine polyphonie, une grande richesse. Oui. Il y a eu aussi, pour en rajouter dans ce registre de la diversité considérable, un versant plus traditionnaliste. Il y avait aussi un tropisme évolien, un tropisme guénonien. Oui. On a rencontré également ce type de pensée. Plus ou moins marqué selon les périodes, bien entendu. Voilà. Et aussi, parce qu'il y a eu les générations qui n'étaient plus les générations fondatrices et qui n'avaient donc pas partagé le même itinéraire, le même moule, en quelque sorte, et qui venaient de milieux très différents. Oui. Oui. Nous avons aujourd'hui à Éléments des collaborateurs qui viennent de l'ultra-gauche ou des milieux trotskistes, d'autres, des jeunes philosophes comme Jean-François Gautier, mort trop tôt, hélas, et bien d'autres. Il y a aussi, on a parlé de l'Europe, mais enfin, et donc des fondamentaux, on les a évoqués de manière très très générale, mais il y a à propos d'Europe un élément aussi très important dans le mouvement de la Nouvelle Droite, cette opposition entre Europe et Occident. Oui. C'est-à-dire, alors là, qui me semble-t-il focalise très largement, pas uniquement bien sûr, mais très largement une grande part donc de la critique qu'a mené et que continue de mener la Nouvelle Droite, la critique du monde moderne. Est-ce que vous pourriez nous en dire un mot de cette opposition Europe-Occident ? Précisément, c'est un thème qu'on a surabordé pendant plus de 40 ans, qui est qu'au fond, nous ne nous éprouvons pas comme des Occidentaux, mais comme des Européens. Alors, je ne vais pas rentrer dans la digression des différents sens du mot Occident selon les époques, ce que ça veut dire, etc. Mais disons, pour faire simple, aujourd'hui, l'Occident, c'est l'occidentalisme, c'est l'idée que nous faisons partie d'un même ensemble avec les États-Unis d'Amérique. Et que l'Europe est nécessairement solidaire de ce qui se passe dans cette partie du monde. Notre point de vue, là, était un point de vue tout à fait opposé, dicté en partie par la géopolitique et les théories de Carl Schmitt sur
l'opposition entre les puissances continentales et les puissances maritimes, nous faisons partie du grand continent eurasiatique, avec plein de nuances sur lesquelles je ne rentrerai pas, mais nous ne sommes pas des occidentalistes. Alors je le dis avec d'autant plus de force que c'est une thématique qu'aujourd'hui, dans la grande confusion où nous vivons, ressurgit de ci, de là. On va défendre l'Occident. On ne sait pas très bien ce que ça veut dire, l'Occident. Est-ce que c'est M. Donald Trump, le Japon, Israël, les pays du Maghreb ou quoi? Non, notre approche était différente, et elle s'appuie non seulement sur la géopolitique, mais sur la notion fondamentale de peuple. Disons que dans la vieille querelle entre ceux qui font passer le peuple avant l'État et l'État avant le peuple, nous étions et nous sommes restés du côté des peuples, au point de dire que les peuples aujourd'hui sont le grand sujet historique de notre temps. Au moment où se met en place, difficilement d'ailleurs, un monde plus multipolaire, il ne s'agit pas de jouer sur les nations et pas sur les régions, ou l'inverse, mais de jouer sur les peuples et de répondre à l'aspiration des peuples, d'où la thématique de la souveraineté populaire, d'où la conception résolument positive de la démocratie, qui se définit comme le pouvoir du peuple et non pas la défense des droits individuels comme dans le libéralisme, etc. Oui. Donc je balaye tout ça. Il faut bien voir que derrière, il y a, je n'exagère pas, des dizaines de milliers de pages de livres, de revues, sans compter les conférences, les brochures, les universités d'été, les interventions ici et là. Et nous avons répandu la nouvelle droite, quelque chose qui, on ne s'en rend pas toujours compte, ici, est considéré comme très important dans un peu tous les pays du monde. Je veux dire, tous ceux qui s'intéressent à l'histoire. Récemment, j'ai reçu une étude très très bien faite sur la nouvelle droite dans les querelles idéologiques des années 2000, qui a été faite en Angleterre par un étudiant, un doctorant sud-coréen, qui connaissait sur le bout du doigt tout ce qu'avait publié la nouvelle droite, et avec qui que j'ai aidé à faire son travail. Donc il y a énormément de choses de cela. Oui. François Dablin. Sur Europe-Occident, la clarification a lieu très tôt, en fait, dans l'histoire de la nouvelle droite. On peut dater ça de 1975. En fait, dans les années 60, dans Europe Action, c'était le magazine de l'homme occidental, me semble-t-il, le sous-titre. Et il y a une clarification très nette qui intervient, c'est en 75, avec la publication d'un numéro de Nouvelle École, extrêmement important, avec un article qui fait 80 pages, qui est signé par Alain de Benoît et Giorgio Locchi, enfin sous pseudonyme, Fabrice Laroche, je crois, et Hans-Jürgen Nigra. C'est « Il était une fois l'Amérique ». Et ça, c'est absolument fondamental, c'est la rupture nette avec l'Amérique et avec l'idée d'Occident. Et qui déclenche d'ailleurs des ruptures personnelles. Il y a un certain nombre de gens qui vont quitter la mouvance, je dirais, de la nouvelle droite ou du Grèce, etc., à cause de cette prise de position très nette et très ferme. Voilà. Et il y avait de pair le refus de suivre les États-Unis d'Amérique dans leur guerre, que ce soit rétrospectivement au Vietnam ou au Proche-Orient, les interventions en Irak, en Afghanistan, en Serbie, et puis en Serbie, ça va jusqu'à l'Iran tout récemment. Bien sûr. Bien sûr. Oui, c'est une manière de se positionner également, c'est un élément important, cette prise de position anti-occidentaliste, c'est également une position profondément antilibérale. Je veux dire par là que le refus de la marchandisation du monde. Exactement. C'est là aussi un marqueur très fort. Un marqueur très fort. Un marqueur très fort, je dirais même, c'est des 2 ou 3 thématiques qui font un peu office de colonne vertébrale. Ça a commencé par une critique argumentée des valeurs marchandes, puis de l'axiomatique de l'intérêt, de la logique du profit, de la société de marché et du capitalisme, parce qu'à la fin, il faut bien appeler les choses par leur nom, du capitalisme libéral. Bon, c'est évidemment, dans le paysage de la droite de ces différentes décennies, un élément très spécifique, pas compris de tout le monde, bien entendu. Ceci pour dire que, au fond, nous n'avons pas vraiment le prédécesseur. Vous savez, la vieille
tripartition bonapartiste, libéraux et Orléanistes, donc et légitimistes. On oui. n'est certainement pas orléanistes et libéraux. Ah non. Nous avons une certaine sympathie pour les contre-révolutionnaires traditionalistes qui sont respectables mais qui sont aussi vénérables comme des choses du passé. Et puis, il y a les bonapartistes dans lesquels on peut toujours se reconnaître un peu parce que c'est plus vague. Hein. Mais oui, je crois que ce sont ces éléments de nouveauté qui, à chaque fois, bien sûr, entraînent des incompréhensions, des discussions. Et puis, c'est comme ça qu'on progresse, même si c'est à l'allure d'un colimaçon. Vous savez, le colimaçon, laissé à lui-même et confronté à une pas trop grande finitude, il peut aller jusqu'à Pékin, comme ça. Bien sûr. Est-ce que précisément, compte tenu de ce que l'on vient de dire, est-ce que la formulation de nouvelle droite, avec ce qu'elle implique de positionnement politique dans le débat, disons, démocratique français contemporain, compte tenu donc des idées qui ont été exprimées, est-ce que c'est une notion dans laquelle vous reconnaissez, j'entends la notion de droite, ou bien est-ce qu'elle vous paraît, y compris d'ailleurs sur un plan plus de l'actualité politique, de l'actualité journalistique, aujourd'hui, est-ce que c'est une notion que vous acceptez, ou bien est-ce que vous avez tendance à la nuancer, ou est-ce que vous insistez sur une relativisation Claude Cholet. Je crois qu'il faut faire un peu de généalogie. Oui. Quand cette expression nouvelle droite est-elle apparue ? Elle est apparue à l'occasion d'une crise. Oui. La crise, c'est la crise de l'été 1979. Été 1979, le Grèce existe depuis 10 ans. Depuis 10 ans, il a fourni un travail intellectuel absolument considérable. Il a créé d'une certaine manière le Figaro Magazine. Absolument. Qui 350 000 ou 400 000 exemplaires chaque semaine. Avec un succès donc très important. Donc, 10 ans de travail patient et je dirais relativement souterrain, à l'exception du Figaro Magazine. Et tout d'un coup, en l'espace de quelques semaines, des dizaines, des centaines, des milliers d'articles dans la presse. On fait la couverture de l'Express, la couverture du Nouvel Observateur, la couverture du Monde, je ne sais combien de fois, le New York Times, l'Asahi Shimbun, Haaretz, enfin tout ce que vous voulez. Et je crois que ça, on s'y attendait pas. Nous n'étions pas prêts. Ça faisait 10 ans qu'on travaillait dans l'ombre. Et au fond, cette effervescence, d'une certaine manière, on l'a plutôt bien vécu dans un certain sens, parce que ça fait 10 ans qu'on travaille et qu'on n'est pas vraiment reconnu. Et là, tout d'un coup, on parle de nous. C'est quand même pas désagréable. Sauf que c'était pas du tout l'objectif. C'était pas l'objectif. Vraiment, pas du tout. Et c'est à ce moment-là, et là, je pense que nous avons commis une erreur. C'est là qu'apparaît l'expression nouvelle droite. Oui. Qui vient pas de chez nous. Qui vient de l'extérieur. Oui. Et cette expression, on dit, non, c'est pas vrai. On n'est pas la nouvelle droite parce que la droite, c'est pas bien. Nouvelle peut-être. Alors on va créer d'autres choses, on va expliquer aux gens ce que c'est. On est la nouvelle culture. Ce qui était incompréhensible. Je me souviens d'avoir fait des conférences en province, parce que je suis un bon soldat, où je disais, on n'est pas la nouvelle droite, on est la nouvelle culture. Personne n'y comprenait rien. Et ça a été, je dirais, au fond, le début de la fin du Grèce. Moi, je pense que nous aurions dû accepter cette étiquette. Et d'ailleurs, de facto, c'est l'étiquette. C'est celle qui demeure. Hein. C'est l'étiquette qui est demeurée. À mon sens, François Dablin, oui. Le Grèce a un peu donné le bâton, enfin, entre guillemets, pour se faire battre, hein, avec la publication de Vue de droite d'Alain de Benoît, qui a un essai qui a eu un énorme succès. Le titre a été choisi, c'est Vue de droite, même si c'est pas, c'est de droite pour le moment, mais ça pourrait être dans le temps de gauche. Bon, en tout cas, le terme droite apparaît. Il est repris par Gilbert Comte dans Le Monde, un de ses articles, une nouvelle droite, et je dirais qu'assez logiquement, les journalistes basiques disent vue de droite, oui. Une nouvelle droite. Oui. Ils sont où les placer sur l'échiquier, ils sont nouveaux, et c'était l'époque des nouveaux philosophes, de la nouvelle cuisine, de tout ce qu'on veut. Donc nouvelle droite, ma foi, c'était une appellation, un joli nom pour une entité un peu mystérieuse. Donc, moi, personnellement, on ne peut pas leur jeter la pierre. Et c'était effectivement, je pense, impossible de donner une autre appellation. Je pense que Claude Cholet a raison, en ce sens que notre désir, qui n'a quand même pas duré très longtemps, de substituer à l'expression nouvelle droite quelques mois, était à la fois
intenable et incompréhensible. Alors, finalement, on a fini par l'accepter, toujours un peu... Oui, avec des réticences. Avec des réticences. Et quand on m'a interrogé, là je parle de mes positions, Oui. j'ai toujours trouvé que cette étiquette, bon, c'était pas la pire qu'on pouvait nous donner, bien sûr, puis au moins il y avait le bénéfice de la nouvelle, même si d'ailleurs, ironie de l'histoire, les mêmes qui avaient créé l'expression de nouvelle droite s'en sont mordus les doigts, et l'année d'après, on commençait à expliquer que cette nouvelle droite, en fait, elle était très vieille, donc finalement, tout ça tournait en eau de boudin. Mais ce qui me gênait, c'est l'expression. C'est une expression qui, d'une part, donnait une coloration immédiatement politique à ce qui se voulait une école de pensée désireuse de voir les choses d'un petit peu plus haut. Donc, parce que immédiatement, nouvelle droite, c'était oui, mais alors c'est quelle droite et les autres droites, c'est quoi? Et on rentre sur ce débat qui est un des marronniers du journalisme. Qu'est-ce que c'est que la droite? Qu'est-ce que c'est que la gauche? Ma position personnelle, c'est que ce clivage est promis à une certaine faillite, parce qu'on le voit bien déjà qu'il est remplacé dans bien des domaines par d'autres clivages. J'insiste pas là-dessus. Le mot droite ne m'a jamais fait peur, mais le mot de gauche ne m'a jamais fait peur non plus. C'est pas là que je me situe. Moi, je me situe au niveau du contenu des doctrines et pas du contenant, si vous voulez. Alors, nouvelle droite, ben, on l'a assumé, bien sûr, mais c'était toujours quand même les mêmes questions qui revenaient. François Dambling, cette richesse, cette profusion donc à laquelle je faisais allusion a entraîné, on l'a dit, on l'a évoqué, un certain nombre parfois de ruptures, un certain nombre de conflits. Néanmoins, donc l'unité demeure et le renouvellement des générations s'effectue. Est-ce que vous, en dehors du domaine purement historique, donc que l'on retrouve et intellectuel que l'on retrouve dans votre ouvrage, bien entendu, quel schéma voyez-vous se dessiner? C'est une question d'ailleurs que je pose à chacun d'entre vous, mais quel schéma voyez-vous se dessiner pour cette école de pensée dans les années à venir? De quel thème peut-elle se saisir, indépendamment donc de toute inscription strictement politicienne, bien entendu, qui n'a jamais été en cause? Les perspectives, je vois un développement d'un réseau, réseau avec des pôles divers, pôles d'édition, pôles de publication de revues, éléments, pôle de formation avec l'Institut Iliade. Oui. Quant au thème dont on devrait s'emparer, eh bien, ma foi, je pense qu'il faudrait essayer d'apporter une réponse assez forte à tout ce qui est néo-réaction aux États-Unis, qui est un groupe de penseurs américains. Je pense qu'il n'y a pas eu encore un travail de réponse au niveau français et européen sérieux sur cette école de pensée qui fascine beaucoup les jeunes actuellement. En particulier, oui. On a ces auteurs-là commencent à être traduits en français et diffusés. Je pense qu'il y a un travail à faire à contrer cette école qui est quand même très titanesque. Oui, très californienne, pourrait-on dire. Et très centrée sur les États-Unis. Bien sûr. Il ne faut pas l'oublier. Je crois que dans toute son histoire, la Nouvelle Droite, elle l'a inscrit, cette histoire, dans ce que nous avons appelé une période de transition, ou une période d'interrègne. Oui. C'est-à-dire qu'on a commencé vraiment à la fin de l'après-guerre, et puis on arrive maintenant à ce qu'il faut peut-être appeler une nouvelle avant-guerre. Dans les périodes de transition, le travail est toujours assez difficile, parce que la tentation est grande d'utiliser des idées ou des concepts qui ne sont plus adaptés au moment historique dans lequel nous vivons. Ce sont des concepts qui deviennent obsolètes, on ne s'en rend pas compte. Ils renvoient à un monde que nous avons connu, parfois aimé, et qui a disparu, qui est en train de disparaître au profit d'un autre monde dont on ne voit encore que les contours un peu nébuleux et sur lesquels on peut s'interroger. Le rôle de la Nouvelle Droite, c'est précisément d'être attentive à toutes les nouveautés qui méritent d'être considérées comme des nouveautés, non pas parce que c'est seulement des nouveautés, mais parce qu'elles apportent, font connaître des problématiques nouvelles.
Et on voit que si on regarde le paysage politico-sociologique des pays européens et occidentaux, il a été complètement dynamité depuis 20 ans, notamment par le surgissement du populisme, toute réserve pouvant être faite par ailleurs sur ce qu'il faut en penser, ou en tout cas ce qu'il faut penser des différents populismes. Mais enfin, l'ancienne classe dirigeante, partout, est en train de s'effondrer. Nous venons d'apprendre la démission de monsieur du Premier ministre anglais. C'est aussi un petit élément de plus. À l'échelle mondiale, on voit bien que ce que Carl Schmitt avait appelé le nomos de la Terre est en train de se restructurer profondément selon des critères qui ne sont plus la domination exclusive du diable occidental. Le monde occidental, à tous égards, ne représente plus la majorité de tout ce qui se fait dans le monde en production de toutes sortes. Donc le monde se réorganise autour, à mon sens, de quelque chose que nous avons à suivre de près, c'est l'essor de ce qu'on appelle maintenant les États civilisationnels. Oui. C'est une dimension à travers laquelle on peut voir ressurgir certaines formes de type d'empire, mais dans un contexte évidemment nouveau. Troisièmement, il y a le contexte technologique. Nous sommes maintenant à l'ère de l'intelligence artificielle, des biotechnologies, de toutes les sciences annexes qui se greffe là-dessus, et l'on voit bien que cela nous jette là aussi une interrogation profonde. Regardez ChatGPT et tout ce cas. Les questions maintenant, c'est est-ce que l'homme va disparaître ? Le grand remplacement, est-ce qu'au fond, c'est pas le grand remplacement de l'homme par la machine ? Et ainsi de suite. Donc là, nous avons à être très attentifs. Sur la problématique qu'évoque François Damblin, les néo-monarchistes, Lumière sombre et autres, Peter Thiel, Curtis Yarvin et autres, personnellement, je suis très très réservé. J'attends de voir, mais je trouve que ce sont un peu des choses qui sont fondamentalement liées à une réalité américaine qui mettra toujours, c'est visible chez Yarvin par exemple, l'économie avant le politique, qui refuse la démocratie parce qu'elle n'aime pas le peuple, et qui est quand même nourrie en bonne partie, tout comme l'imaginaire d'Elon Musk, de science-fiction, de bande dessinée et de manga. Je crois que ça ne veut pas dire que c'est sans intérêt. C'est en tout cas important comme symptôme. Est-ce que c'est de cela qu'on peut attendre un véritable renouvellement de la forme parti, de la forme démocratie, des différentes formes politiques européennes, d'un point de vue psychologique, sociologique et peut-être même théologique, c'est à voir. Mais voilà, il faut être attentif. Et on a toujours essayé d'être attentif. Parfois, il y a des choses qu'on a ratées, c'était très vraisemblablement. Mais on est intervenu chaque fois qu'il nous a paru nécessaire d'intervenir. Là, par exemple, l'un des points forts de la critique de la nouvelle droite, c'est la critique de l'universalisme. Je pense que l'universalisme traverse une crise très profonde aujourd'hui. Il est important de le dire, de le constater et de l'expliquer, c'est-à-dire de dire de façon argumentée, car il n'y a que ça qui compte, c'est les arguments qui montrent pourquoi et en quoi et jusqu'où l'universalisme est en train aujourd'hui de s'effriter. Claude Cholet ? Je crois qu'il y a un chantier qui reste ouvert, c'est l'Europe. Oui. L'Europe est une idée neuve en Europe. Et peut-être que nous ne parlons pas assez, d'ailleurs, d'Europe dans nos revues et dans nos publications, parce que l'Europe, ce n'est pas l'Union européenne. L'Union européenne, c'est une institution qui est hostile aux Européens en tant que peuple. Et je crois que c'est une chose sur laquelle on doit réfléchir, sur à la fois notre plus longue mémoire, les racines de l'Europe, les Indo-Européens, mais aussi notre avenir en tant que peuple, et puis l'Europe aussi en tant que mythe mobilisateur pour les peuples européens. Oui, juste un tout petit mot, très très vite. Je suis entièrement d'accord avec ce que dit Claude Cholet. Ce qui nous fait beaucoup de mal, c'est précisément la confusion de l'Europe et de l'Union européenne. Quand les gens disent l'Europe, c'est pour faire court, en fait, ils pensent à l'Union européenne. Bien sûr. Et leur dire que ce que l'on peut le plus reprocher à l'Union européenne, c'est qu'elle a contribué à détruire l'identité et la substance de l'histoire même
de l'Europe, du droit des peuples européens à leur continuité historique. Hein. C'est très important. Mais effectivement, l'Europe, c'est tout à fait capital. François là-dessus, Dablin. je suis totalement d'accord. Parler plus d'Europe et aussi faire parler plus souvent des Européens dans nos revues. Et là, je tiens à saluer le travail de l'Iliade en termes de traduction d'un certain nombre d'auteurs européens jeunes qui apportent beaucoup, qui montrent que les idées de la nouvelle droite sont présentes partout en Europe. Et de surcroît, ça coïncide avec les possibilités nouvelles de traduction. Oui, voilà. Ce qui est très important. Mais l'Europe, encore une fois, avant d'être des institutions, c'est des peuples. Et l'histoire de ces peuples, il y a les origines, bien sûr, mais il y a toute l'histoire. Et cette histoire, à mon avis, n'est pas étudiée uniquement, bien que ce soit essentiel, sur le thème des saints, des mythes et des héros. C'est aussi l'histoire de la vie populaire, l'histoire des soulèvements populaires jusqu'à la Commune de 1871. Et c'est là où on va prendre des lignes qui vont s'écarter des réflexes réactionnaires, disons, de la vieille droite, qui oscille entre Clovis, Jeanne d'Arc et le pèlerinage de Chartres. C'est très bien, j'ai rien contre. Mais c'est pas ça qui va résoudre les problèmes nés de l'intelligence artificielle. Oui, ce n'est pas le sabre et le goupillon, pour reprendre la formule que vous avez utilisée, François Dablin, au début de l'émission. Je voudrais, parce que le temps file, évidemment, il nous reste très très peu de temps, je voudrais, Claude Cholet, vous interroger précisément à propos de l'Institut Iliade. Le pensez-vous vous-même, qui êtes un acteur évidemment important de l'Institut Iliade, un dirigeant, et qui avait vécu, bien sûr, toute l'aventure de la nouvelle droite, vous le percevez comme le moteur de de la poursuite de cette aventure-là, d'une part, et d'autre part, percevez-vous parmi les jeunes gens, les auditeurs qui suivent les formations de l'Iliade, parmi les intervenants, parmi les acteurs de l'Iliade, à tout point de vue, vidéo, ouvrage, vous êtes éditeur, je le rappelle, percevez-vous là également des lignes de force qui se dégagent, peut-être même des distinctions, des différences. En quoi l'aventure du Grèce et de la nouvelle droite se perpétue-t-elle telle qu'elle et différemment en même temps dans l'Iliade, et présage-t-elle de différentes écoles, ou en tout cas de différentes tendances? Qu'en pensez-vous? 1968, 2026, c'est presque 70 ans. C'est 3 générations. C'est plus les mêmes. Ma génération, elle va disparaître. Il y a encore 2 générations qui sont venues après moi. Et je pense qu'il y a une certaine continuité entre l'Iliade et le Grèce, entre autres, je dirais la volonté de transmission, la volonté de former, la réflexion intellectuelle. Il y a aussi des différences. Oui. Une différence majeure, c'est très certainement l'ouverture au catholicisme, incontestablement. Et s'il y avait un antichristianisme marqué à l'intérieur du Grèce, il se confondait parfois avec un certain anticatholicisme. Or, christianisme, catholicisme, bon, il y a bien évidemment des points de convergence, mais il y a aussi des différences nettes. Et certains pouvaient considérer, et considèrent, comme je considère, que l'Église catholique, c'est aussi la continuation de Rome, d'une certaine manière. Et là, je crois que les jeunes catholiques, par exemple, se retrouvent parfaitement à l'aise à l'intérieur de l'Iliade, ce qui aurait peut-être pas été le cas au temps du Grèce, ou de manière plus difficile. Alain de Benoît ? Je crois que l'Iliade fait beaucoup en matière de formation, et que c'est un des héritiers de la Nouvelle Droite et du Grèce. Je crois néanmoins que cet héritage, il est beaucoup plus diffus. Il va au-delà de l'Iliade dans différentes directions. Bien sûr. Les différences, il y aura forcément des différences. Comme le dit Claude Cholet, 3 générations. Nous n'avons pas répété ceux qui nous ont précédés, donc on ne va pas répéter, attendre que les jeunes répètent. Mais évidemment, il y a seulement des lignes rouges. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce n'est pas la question religieuse qui pour moi est une ligne rouge. Même si mes options sont connues, je suis un vieux païen, à la fois très païen et très vieux. Mais la ligne rouge, à mon avis, elle est ailleurs. C'est qu'on ne peut pas se réclamer du Grèce ou de la Nouvelle Droite si l'on fait l'impasse sur la logique marchande, l'économie de marché, le capitalisme libéral, sous toutes ses formes, et avec tout ce qui en dérive.
y compris dans les auteurs qui ont parfaitement analysé le phénomène au cours des 20 ou 30 dernières années. Il faut s'opposer au monothéisme du marché. Je voudrais juste ajouter, on va terminer, ce sera quasiment le dernier mot. Je vous en prie. Oui. C'est que cette hostilité au néo-capitalisme libéral, c'est pas une hostilité à l'entreprise. Il faut quand même le préciser, parce que parfois on dit vous êtes contre le libéralisme, donc vous êtes contre l'entreprise. Non, nous ne sommes pas pour la nationalisation de la totalité de l'économie. Nous sommes pour l'entreprise, nous sommes contre la marchandisation des corps et des esprits. Nous ne sommes pas non plus contre la propriété privée, mais nous n'en faisons pas un absolu comme les libéraux. Messieurs, François Damelin, Alain de Benoît, Claude Chollet, merci beaucoup pour vos interventions. Je rappelle le titre de votre ouvrage, François Damelin, La Nouvelle Droite, un panorama historique et métapolitique, aux éditions de la Nouvelle Librairie. Bien des choses ont été dites dans cette émission, mais que les téléspectateurs prennent bien conscience que c'est infinitésimal par rapport à ce qu'a été, à ce qu'est, et j'en prends le pari à ce que sera la Nouvelle Droite. Donc je vous invite à vous plonger dans ces publications, et au premier chef, celle que je viens de citer à l'instant. Merci de votre attention et à très bientôt.